Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons comme à notre habitude un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevrons sur le plateau de TV Finance, dans le Minimac de la lettre de l'acheteur, Thierry Pouche qui est économiste, docteur en économie, avec lequel nous reviendrons notamment sur la décomposition de l'inflation alimentaire, tout en posant la question de savoir si elle va continuer à baisser selon les dernières publications, les dernières données pour septembre. Nous reviendrons également sur cette proposition de loi du gouvernement d'avancer les négociations commerciales pour 2024, les négociations commerciales de 2024, et en revenant notamment sur les propos de Michel-Édouard Leclerc qui a dit que quoi qu'il arrive, qu'on nous avancé ou non, elle n'aurait pas d'impact sur l'évolution des prix alimentaires. Voilà, et puis pour clore cette édition, nous serons en duplex avec Mathieu Déol et sa commo du jour, qui reviendra notamment sur les évolutions de l'or. Voilà, donc en ouverture de notre mini-mag, il est temps de traiter de l'actualité de ces 15 derniers jours, actualité puisée au travers d'articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et alors que l'offre reste tendue sur le marché mondial, les autorités indiennes ont annoncé mercredi dernier prolonger au-delà d'octobre les interdictions d'exportation de sucre dans le but d'augmenter la disponibilité intérieure et de contenir les prix. En effet, dans un communiqué, la Direction générale du commerce extérieur de l'Inde a déclaré que les restrictions sur l'exportation de sucre brut, de sucre blanc, de sucre raffiné, de sucre biologique seraient prolongées au-delà du 31 octobre 2023. Ces interdictions d'exportation interviennent alors que le pays se prépare à la tenue des élections législatives fédérales en 2024. Or, la hausse des prix des denrées alimentaires est au cœur du discours de campagne du Premier ministre Narendra Modi, qui a fait de la lutte contre l'inflation son cheval de bataille. Il est donc peu probable que des quotas d'exportation soient attribués. Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la campagne 2023-2024 en juillet ont atteint 8,81 millions de tonnes au 15 octobre, en baisse de 22% par rapport aux 11,34 millions de tonnes un an plus tôt, selon des données publiées par la Commission européenne mardi dernier. Notons que la Roumanie est restée jusqu'à présent le plus grand exportateur de blé tendre de l'Union européenne, avec 2,48 millions de tonnes expédiées, suivi par la France avec 1,78 million de tonnes, la Pologne avec 1,58 million et la Lituanie avec 763 000 tonnes. Les expéditions de blé de l'UE cette saison ont été freinées par d'importantes exportations de produits russes moins chers, même si la récente vente de blé français à la Chine pourrait stimuler les exportations de l'Union européenne dans les mois à venir. Enfin, de bonnes conditions de croissance pousseront cette année la récolte de maïs en France, premier producteur de l'Union européenne, au-dessus de la moyenne quinquennale, même si les agriculteurs se détournent de cette céréale après une mauvaise récolte 2022, a déclaré l'association de producteurs AGPM mercredi. Dans une première estimation réalisée en collaboration avec l'Institut technique Arvalis, l'AGPM prévoit que la récolte française de maïs en 2023 hors culture destinée à la production de semences s'élèverait à au moins 13,1 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 23% par rapport à celle de l'année dernière, frappée par la sécheresse et au-dessus de la moyenne quinquennale de 13 millions de tonnes. Voilà, on va marquer une première page de publicité dans cette édition du 20 octobre du Minimac de la lettre de l'acheteur. Et juste après, nous retrouverons sur le plateau de TV Finance Thierry Pouche. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 20 octobre 2023 du Minimac de la lettre de l'acheteur, et désormais on a le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance monsieur Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. Vous êtes docteur en économie et chef économiste aux chambres d'agriculture, et avec vous on va commencer par cette note de l'INSEE publiée il y a quelques jours dans laquelle on apprenait que les prix alimentaires, premiers contributeurs à l'inflation depuis l'automne 2022, ont augmenté de 9,7% sur un an. C'est gigantesque encore, mais c'est moins que les 15,9% enregistrés au mois de mars. Du coup, selon vous, monsieur Thierry Pouche, est-ce que cela va se poursuivre ? Alors, on est sur une pente descendante des prix, et notamment des prix alimentaires. Vous avez fait référence à la note de l'INSEE à 9,7%. On était encore au mois d'août, donc il y a un mois à peu près, à 11,2%. Donc on a une décrue. Ça s'explique par le fait qu'un certain nombre de
matières premières voient leur prix continuer à baisser. Alors les céréales jusqu'au mois de septembre pour l'INSEE continuaient à baisser par rapport à l'année dernière, par exemple en pleine intervention de la Russie en Ukraine. Donc on a l'observation possible que sur les céréales, le pain par voie de conséquence, la viande, le lait, les œufs, les huiles, les pâtes, etc. On a là un mouvement de décroissance des prix. C'est aussi le cas, et c'est peut-être un peu plus prononcé pour les produits frais, type fruits et légumes. Si on prend l'exemple des pommes, par exemple, la récolte a été très abondante cet été, donc ça fait pression à la baisse sur les prix. Donc on est dans un mouvement assez général de baisse, même si évidemment on souhaiterait qu'elle soit un peu plus prononcée, d'une ampleur un peu plus profonde. Alors sur votre question, est-ce que ça comment va... est-ce qu'on explique, comment on explique cette situation? C'est juste en fait un effet de base défavorable. La guerre en Ukraine a augmenté les prix malheureusement, et donc on peut pas faire des choses. Le conflit se tassant, les conditions météorologiques aidant, l'offre augmente. Oui, et d'autant plus que sur le secteur céréalier uniquement, on a une offre mondiale qui est quand même abondante, même si les prévisions commencent à être un petit peu révisées. Mais ce qu'il faut expliquer, si vous voulez, sur la persistance de cette inflation qui reste encore assez haute sur les prix alimentaires, c'est que les transformateurs ont acheté les produits de base il y a déjà quelques mois, donc ils les ont achetés à un prix beaucoup plus élevé qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc pour maintenir leur marge, j'imagine qu'ils vont maintenir des prix élevés. Voilà, donc c'est exactement ça. Alors ensuite, il y a une autre question, c'est est-ce que ça va perdurer pendant quelques mois? Rien n'est certain, parce que on est là dans une situation avec le conflit au Moyen-Orient qui se répercute déjà sur le prix de l'énergie, le prix du gaz, le prix du pétrole, et on sait que le prix du blé commence à se redresser. On était à moins de 230 € il y a encore quelques semaines, on est repassé au-dessus à 235 € la tonne de blé tendre, donc pour faire de la farine, du pain, etc. Donc on est dans une situation très incertaine qui confirme l'idée que les marchés des matières premières, agricoles ou non agricoles, restent extrêmement volatiles, extrêmement nerveux. Est-ce que la situation en Chine, qui semble avoir atteint un point bas dans sa reprise poussive post-Covid, pourrait être un catalyseur à la baisse par la force des choses sur les marchés agricoles? Alors si la situation économique continue de se dégrader en Chine, ce qui est pas évident, c'est pas sûr, justement, les dernières statistiques, ça se redresse un peu. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, la Chine, en tant que principal importateur mondial de produits agricoles et alimentaires, peut effectivement exercer des répercussions sur le profil des marchés. C'est un gros importateur de soja, c'est 100 millions de tonnes maintenant en moyenne chaque année. C'est un énorme importateur de maïs, parfois de viande de porc en fonction de la situation intérieure, évidemment, de ses élevages. Donc la Chine peut, si la situation se dégrade, ralentir le rythme du commerce mondial. Donc ça peut se répercuter après, évidemment, sur les prix mondiaux. Ok, d'accord, très bien. Donc en fait, la demande chinoise, c'est pas la demande chinoise qu'il faut comprendre, en fait, c'est l'embouteillage des flux vers les ports chinois ou les hubs d'importation qui pourraient finalement donc pousser les prix vers le haut, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, c'est hyper intéressant. Merci pour cette précision, cette façon de bien comprendre les flux mondiaux. Donc on comprend que, selon vous, la poursuite de la baisse pourrait se confirmer, mais quand même il y a des signaux d'alarme qui sont à prendre en compte. Pour autant, on remarque que les prix à la production et les prix d'importation, qui pour les économistes, et vous allez me dire si c'est vrai, sont des indicateurs avancés, eh bien ces indicateurs suggèrent également que les prix devraient continuer leur repli. Vous êtes d'accord avec ce postulat ? Il y a à la fois les fondamentaux du marché qu'il faut observer, et là effectivement on peut avoir des attentes sur une poursuite de la baisse des prix. Je signalais à l'instant l'état de l'offre mondiale de grains, que ce soit des céréales ou des oléagineux. On est dans une situation d'offre qui est extrêmement élevée depuis maintenant 2 ans. Alors même si les révisions à la baisse sur le blé sont maintenant annoncées, en particulier par le Conseil international des céréales, on est quand même sur une offre qui peut couvrir les besoins internationaux. Donc ça peut jouer. Mais il y a maintenant les facteurs qui ne sont pas fondamentaux pour le marché, mais qui
pèsent de tout leur poids. Alors c'est évidemment la question du climat, ça il faut en tenir compte, c'est inhérent depuis toujours, mais il y a la suite du conflit russo-ukrainien et maintenant les tensions qu'il y a au Moyen-Orient. Est-ce que ça va se généraliser ou pas? On a déjà, comme je le disais tout à l'heure, une remontée du prix du baril de pétrole et du prix du gaz. Or, les agriculteurs utilisent quand même énormément d'intrants. Rien que l'engrais, par exemple, qui est fabriqué à partir du gaz, les engrais azotés, si le prix du gaz flambe, sachant que la Russie représente à peu près une quinzaine de % du marché mondial de l'engrais et qu'elle est le premier exportateur mondial de gaz, il va y avoir des effets en chaîne à partir du gaz sur les engrais azotés qui peut alourdir les coûts de production des agriculteurs alors qu'ils avaient été révisés à la baisse depuis maintenant quelques mois. Et donc ça veut dire ce que vous nous dites, c'est-à-dire que donc toujours selon cette étude de l'INSEE, les prix alimentaires arrivent de 16% en gros en mars dernier, c'est des niveaux qu'on peut atteindre de nouveau si justement ces tensions sur les prix du gaz se confirment, si effectivement tous les intrants augmentent par la force des choses. Voilà, exactement. Et il suffit d'un accident climatique quelque part pour rendre un peu plus nerveux les marchés et dire il va y avoir un problème d'approvisionnement quelque part, ou si la demande explose pour des achats de sécurité par exemple des principaux importateurs de céréales, ça peut aussi avoir des répercussions. Donc on est là dans une situation d'incertitude radicale. Et c'est ce qui caractérise la saison, ce qui va caractériser l'exercice, la saison 2023. Est-ce que finalement on comprend que maintenant les marchés agricoles sont plus soumis uniquement au risque météorologique, mais maintenant au risque géopolitique, au risque de change, au risque un ensemble de risques de taux. Enfin, c'est des variables multiples qui interagissent. Exactement. Et c'est une première finalement par la force des choses pour les marchés agricoles. Monsieur Pouche, si toujours cette même étude de l'INSEE nous apprend quelque chose de fondamental, c'est bien que les ménages français ont revu leurs habitudes de consommation alimentaire. Pour quelles raisons selon vous et comment ça s'est matérialisé? Face à cette inflation, mais je pense qu'il faut aussi intégrer les anticipations sur l'évolution du monde, leur inquiétude. Ils ont opéré des arbitrages sur les produits qu'ils consomment. Alors soit en allant acheter moins cher, soit en allant acheter ailleurs, soit en diminuant les quantités. On a par exemple, d'après l'INSEE, par rapport à une situation d'avant pandémie de Covid, un décrochage de 9% de la consommation alimentaire en volume. Donc c'est quand même beaucoup. Et 47%, c'est-à-dire près d'un Français sur deux, déclare dans une enquête récente avoir modifié la composition de son panier de biens alimentaires. Je rappelle également qu'on est à 16% de la population française qui se trouve dans une situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne peut pas faire 3 repas par jour. Donc les Français ont modifié leur comportement alimentaire, soit sur le prix, soit sur les quantités, soit sur les deux. Je rappelle également que les produits issus de l'agriculture biologique souffrent énormément de cette situation économique, puisqu'on a un détournement des consommateurs sur un certain nombre de produits issus de l'agriculture biologique. Les enseignes parfois même opèrent des déréférencements de produits bio. Les rayons bio dans les sont moins étendus maintenant. Il y a des fermetures de magasins spécialisés bio, et lorsqu'il n'y a pas de fermeture, il y a une diversification de l'offre dans les rayons, c'est-à-dire qu'on peut vendre des produits bio, certes, mais aussi maintenant on observe de la vente de produits non bio, qui restent de qualité. Et qui prend le pas sur les produits bio. Voilà, il y a une sorte de rééquilibrage de la part de ces enseignes spécialisées. Donc il y a effectivement une recomposition des paniers, de la ménagère, mais il y a un point aussi extrêmement important qu'il faut rappeler, c'est le cas de la restauration hors domicile. C'est-à-dire que la restauration hors domicile qui a souffert de la pandémie avec les confinements, qui n'a pas récupéré la totalité de l'activité d'avant Covid-19, voit les consommateurs se raréfier dans les bistrots, les brasseries, etc. Donc là, il y a aussi un problème, ce qui fait qu'ils sont conduits à essayer de s'approvisionner au moins cher. Alors l'exemple qu'on donne souvent en France, mais ce n'est pas que ça, c'est la viande de poulet qui provient maintenant essentiellement de Pologne, de Belgique, d'Allemagne ou des Pays-Bas, et pas vraiment du Brésil, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc il y a une recherche aujourd'hui à peu près sur tous les maillons des filières, une recherche d'un approvisionnement à un coût moindre, qui évidemment se répercute sur le prix sur le prix final, le prix consommateur, qui donc tout ça
ça corrobore la baisse des produits alimentaires, la baisse des prix des produits alimentaires. Ça va dans le même sens, mais effectivement, donc ça met à mal une partie de notre filière agricole qui s'était spécialisée sur les produits bio, les produits sains, mais plus chers malheureusement par la force des choses, et qui pâtissent donc des nouvelles habitudes des consommations post-Covid. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est qu'après un choc, la résilience de l'être humain est fondamentale, est importante, et donc du coup, les habitudes de consommation antérieures seront devenues celles d'aujourd'hui. Toujours en France, il y a un sujet qui agite la sphère politique pour l'instant plus que celle des professionnels, c'est la loi Egalim 3 qui a été votée en mars dernier, je crois, mais dont toutes les applications se feront le 1er janvier 2024 et notamment sur les offres promotionnelles, je crois de mémoire. Est-ce que selon vous, alors que dans le même temps, le gouvernement a annoncé vouloir avancer les négociations commerciales pour 2024, les négociations commerciales 2024, les avancer, on sait que traditionnellement elles se finissent fin février, je crois. Est-ce que la loi Egalim 3 va rigidifier les négociations commerciales 2024 ? Alors déjà, il faut rappeler que la loi Egalim 3, qui est rentrée en application en avril dernier, n'est rentrée en application qu'à titre expérimental. Donc l'idée, évidemment, c'est toujours d'essayer de rééquilibrer les rapports de force au sein des filières et en centrant là, cette fois-ci, sur les rapports entre les industriels et la distribution. Parce que l'idée, c'est que ces rapports sont déséquilibrés et ça s'articule avec ce que vous venez de dire sur les dates de négociation commerciale. Avant, c'était 1er décembre, 1er mars. Là, on envisage, dans le cadre de cette loi, de ramener ça au 1er janvier. Donc c'est vraiment une période très courte, de façon à ce que lorsque les prix de gros diminuent, on n'attende pas le mois de mars pour répercuter cette diminution des prix de gros sur les prix à la consommation. Alors là, évidemment, ça peut rigidifier puisque les rapports, puisque la période va être beaucoup plus courte d'une part. Cette négociation peut déboucher sur rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre un statu quo, et à ce moment-là, il y a un médiateur qui peut éventuellement être sollicité pour prolonger d'un mois la négociation commerciale, et lorsque ce n'est pas possible, la négociation s'arrête. Et donc là, on est dans une incertitude assez radicale, puisque auparavant, avant la loi Egalim 3, lorsque les négociations aboutissaient à un non-accord, on appliquer l'accord de l'année N-1, donc de l'année précédente. Là, ça ne va pas être possible. Et il peut y avoir, même s'il n'y a pas de respect de la date du 1er mars, avant, il y avait la possibilité de dresser une amende de 200 000 à 1 million d'euros pour ceux qui ne respectaient pas cette négociation. Donc en fait, ça va complètement rigidifier les négociations commerciales. Oui, alors, va les scléroser quasiment. Voilà, c'est un risque. Il y a quand même une petite nuance à apporter, c'est que cette loi Egalim 3 ne concerne que les grands fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 150 millions d'euros. Donc la petite épicerie, donc le local, est épargné. Voilà, c'est ça. Donc c'est la grosse industrie et les gros distributeurs. Mais d'un autre côté, Monsieur Pouche, je vous coupe, vous nous avez dit tout à l'heure, en début de votre intervention, que les industriels préservaient leur marge actuellement parce qu'ils avaient acheté il y a un an à des prix effectivement très élevés. Du coup, par la force des choses, est-ce que comme Michel-Édouard Leclerc, vous pensez que avancer les négociations commerciales dans cet environnement de marge extrêmement haute, finalement, ça va servir à rien? Alors c'est le risque qu'il a soulevé. Économiquement, ça peut s'entendre. D'autant plus que, à la limite, si on avance ces négociations et qu'il y a un accord et qu'on peut éventuellement avoir des répercussions sur le prix pour le consommateur, ces grandes enseignes auront toujours de toute façon le moyen de préserver leur marge en essayant d'augmenter d'autres prix qui ne sont pas forcément alimentaires. Donc il y aurait peut-être des phénomènes de compensation. C'est-à-dire qu'elle pourrait tirer à la baisse. Sur quoi elle pourrait jouer justement? Elle pourrait jouer sur les prix alimentaires comme la loi lui demande, mais elle pourrait récupérer cette baisse sur des produits, sur la lessive, des choses comme ça. Voilà. C'est ce qu'avait un peu observé l'Observatoire national des prix et des marges dans un des précédents rapports, où il y avait des phénomènes de compensation dans les grandes enseignes qui pouvaient s'établir de façon à préserver les marges. Ok, très clair et extrêmement intéressant. Le temps file en votre présence, Monsieur Pouche. Malheureusement, il ne me reste plus beaucoup de temps. On me hurle dans l'oreillette qu'il faut couper, mais je dis non. Je vais continuer avec cette dernière question, Monsieur Pouche. Vous avez coécrit un livre avec Monsieur Abyss, La géopolitique du sucre, qui paraîtra le 15 novembre prochain, qui est édité aux éditions Iris Éditions.
globalement, est-ce qu'il faut comprendre que les mouvements de globalisation alimentaire qui ont été poursuivis ces dernières années vont éventuellement se restreindre à l'aune de la régionalisation des échanges commerciaux qui pointent le bout de son nez, notamment les BRICS. Le dernier exemple en date, c'est l'élargissement des BRICS. Est-ce que la régionalisation des systèmes alimentaires pourrait être une réponse pour les rendre plus résilients, selon vous ? Alors, ce que vous appelez régionalisation, c'est un terme qui est déjà ancien. L'OMC et le Fonds monétaire international avancent, eux, aujourd'hui, le risque de fragmentation du système alimentaire mondial. Mais il est déjà, d'une certaine façon, en cours. D'abord, on en a vu un exemple avec la guerre en Ukraine, puisqu'un certain nombre de pays africains se sont adressés à la Russie pour avoir un peu plus... La Russie s'est adressée à eux, plutôt. C'est comme vous voulez. Ça dépend dans quel sens. Bon. Vous avez le président sénégalais qui s'est carrément adressé à Vladimir Poutine, donc ça dépend de ces deux pays. Sachant que la Russie est un énorme acteur maintenant agricole, premier exportateur mondial de blé, c'est un acteur important sur les huiles aussi. Et puis sur les fertilisants également. Et sur les fertilisants. Donc là, on avait déjà un premier exemple. Et puis, ce qu'on a appris récemment, c'est que par exemple le Brésil, qui avait déjà supplanté les États-Unis sur le soja, sont devenus premiers exportateurs mondiaux de maïs. Donc on a déjà du côté de l'offre mondiale de produits agricoles qui est quand même assez concentrée sur quelques bassins de production. Vous avez en gros l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Est avec la Russie, puis l'Union européenne bien évidemment, et un peu l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est régionalisé, c'est pas encore fragmenté. L'offre est régionalisée de toute façon par la force des choses. Mais la demande, elle est éparpillée maintenant. Et donc ça va se jouer sur des contrats, sur des négociations, sur de la diplomatie agricole et alimentaire qui va redessiner le marché mondial. Très clair. Écoutez, on a hâte de lire ce livre, en tout cas. La géopolitique, coécrit avec Monsieur Abyss aux éditions Iris Éditions, qui sortira le 15 novembre prochain. Merci beaucoup, Monsieur Pouche, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes donc docteur en économie et chef économiste aux chambres d'agriculture. Et écoutez, vous revenez quand vous voulez. C'est un plaisir de vous entendre. Merci à vous. Merci beaucoup. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la commo du jour de Mathieu Driol. À tout de suite. Nous sommes de retour dans cette édition du 20 octobre 2023 du Minimac de l'acheteur et désormais il est l'heure de retrouver le très médiatique Mathieu Driol et sa commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci Mathieu d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day, avec nous tous les 15 jours, notamment dans le Minimac de l'acheteur, pour nous faire part de vos prévisions et de votre œil, pour nous délivrer, pour nous faire part effectivement de vos prévisions d'évolution de cours sur deux commos. Aujourd'hui, on commence avec le café Robusta. Le café Robusta qui fait face à des stocks serrés qui soutiennent les prix à court terme. Et à plus long terme, par contre, les récoltes vietnamiennes, premier producteur mondial, devraient chuter cette année de plus de 7%, pardon. Du coup, ces deux facteurs mis bout à bout pourraient porter les cours vers le haut, non ? Alors, en tout cas, les cours du Robusta depuis 2020, grosso modo, ont déclenché une impulsion haussière assez nette de moyen terme. Alors, celle-ci a plusieurs phases. On note une année 2021 en très forte hausse, une année, grosso modo, 2022 en consolidation de cette impulsion, avec un retour sur un ratio important en analyse technique, le 50% de retracement. Et une année 2023 qui, en tout cas, une première demi-année 2023, qui a vu une nouvelle impulsion se former jusqu'à marquer un nouveau plus haut ascendant à 2976. Donc cette lecture en creux et sommet ascendant est intacte et on constate que la consolidation de l'été en fait est elle aussi revenue sur un ratio de 50% de la dernière impulsion aux alentours du support majeur à 2384. Même cause, même conséquence, je dirais, d'autant plus que ce niveau de support est intéressant puisque c'était justement le sommet précédent de l'impulsion de fin 2021. On a donc une polarité, un ratio, une moyenne mobile ascendante, une correction en 3 temps et un retour des acheteurs à proximité de ce niveau de support majeur. Bref, tout est réuni pour que le café reprenne une tendance haussière, reprenne une phase d'impulsion d'ici à la fin de l'année et aille marquer de nouveaux plus hauts au-delà de 2976. J'ai une résistance théorique aux alentours des 3200. Bref, une lecture haussière tout à fait intacte
intact encore. Écoutez, tout est magique, tout est magnifique quand le fondamental rejoint la technique. Quoi de plus agréable à entendre. Mathieu, on va poursuivre avec l'or. Alors, c'est pas une matière première agricole, patati patata, on le sait bien, mais ça fait bouger les marchés actuellement parce que malgré un environnement de taux élevé, je veux dire, ce que je sous-entends, c'est que les investisseurs pourraient se ruer sur les obligations qui sont rémunérées à 5% aux États-Unis. Eh bien, l'or garde les faveurs des investisseurs, les craintes d'escalade du conflit au Proche-Orient prenant le pas sur la forte résistance de l'économie outre-Atlantique. Techniquement, est-ce que tous les signaux sont également ouverts ? Oui, j'ai effectivement voulu faire cette petite digression parce que ça me paraissait relativement important pour essayer de comprendre un environnement actuel macroéconomique quand même un petit peu chamboulé, en tout cas assez difficile. L'or, effectivement, c'est un actif sans rémunération. Vous détenez de l'or, ça ne vous rapporte strictement rien, si ce n'est éventuellement, s'il grimpe, vous pouvez le vendre plus cher. Mais sa détention en soi, dans un contexte de taux d'intérêt qui grimpe, on voit son différentiel par rapport à acheter une obligation d'État quelconque, pas quelconque, mais en tout cas l'État des États-Unis, de la France, des zones de la zone Europe entre guillemets, qui eux vous rapportent de l'argent. On constate un très très fort rebond des prix de l'or depuis le support majeur à 1808 dollars. Ce niveau est renforcé par une moyenne mobile ascendante de long terme, par un ratio de retracement, alors certes pas le plus tonique, c'est 62%, mais c'est tout de même un élément supplémentaire qui vient s'ajouter, et la réaction haussière est très très nette. On constate que l'or a testé en fait à 3 reprises cette résistance à 2075. C'est une résistance forte. À chaque fois, elle a provoqué des corrections, sauf que les corrections, en fait, elles sont de plus en plus limitées en amplitude. Ça indique quoi ? Ça indique tout simplement que le mouvement de blocage, de résistance auprès de cet obstacle est en train de s'épuiser, et ça, c'est un signal précurseur qui vient s'ajouter à la configuration de l'or, qui pourrait permettre, en fait, comme un petit peu une sorte de bouchon de champagne, vous testez, la pression augmente, et lorsque, effectivement, ça claque, on assiste à une accélération haussière assez nette. Donc gros, très beau signal aussi au-dessus de 2075, mais on a quand même déjà des signaux précurseurs intéressants de reprise de la tendance de la relique barbare par excellence, lorsque les peurs commencent à prendre le dessus, tout simplement. Effectivement, valeur refuge par excellence. Alors, écoutez, merci à Mathieu Driol, l'homme qui digresse, et pour notre plus grand plaisir, puisqu'effectivement, aujourd'hui, vous nous parlez du café Robusta et de l'or, deux valeurs, deux matières premières qui, pourraient composer vos portefeuilles d'investissement et, selon Mathieu Driol, vous rapporter des pépettes. Voilà, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Pour nous, de notre côté, cette édition du 20 octobre du Minimac de la lettre de l'acheteur est terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de ce bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end sur Téléfinance.